On est dans le 19e siècle de l'autopsie. On n'est plus dans le juridique là aujourd'hui. L'affaire a été jugée, on est quasiment dans l'historique. Et ce qui est effrayant dans ce dossier, c'est que la mort a engendré la mort. Toute notre génération, on a grandi avec la photo du petit Grégory. C'est une famille compliquée. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Elle est une affaire non pas de petits juges, mais de petits nombrils de juges. Pour l'instant, les gendarmes ont entre les bras le cadavre du petit Grégory Villemain. Ils regardent autour d'eux, ils scrutent les visages, ils essayent d'entendre dans l'épaisseur de la nuit d'où pouvaient venir les croissements du corbeau, peut-être criminel. Au moment où les gendarmes découvrent le cadavre du petit Grégory, de quels éléments disposent-ils? Nous sommes une vingtaine d'enquêteurs, à la fois des spécialistes de la police judiciaire qui viennent de Nancy, des responsables de la brigade des recherches d'Épinal et des gendarmes locaux de la brigade de Bruyères qui connaissent très bien leur population. La scène du crime est muette. Ils ne découvrent aucun élément, aucun indice, aucune empreinte qui pourrait les orienter. Le travail n'a pas été fait, hein. Il y a le coup de téléphone qui, malheureusement, quelle qu'en soit l'exploitation qu'on pourra en faire, ne va pas, sur le plan de la preuve, apporter grand-chose. On a la preuve que l'auteur de l'enlèvement et de l'assassinat de Grégory est le même corbeau qui a commencé à agir, à semer la zizanie dans la famille Villemain depuis l'été 1981. Sur le plan psychologique, elle signale à l'évidence qu'on a affaire à un pervers. On voit bien que le meurtre de Grégory n'est pas le meurtre de n'importe qui, c'est pas un vagabond. Grégory n'est pas tué, encore une fois, pour des affaires liées à des maltraitances physiques ou sexuelles. Il n'est pas enlevé et tué pour des histoires d'argent. Il est tué parce qu'on voue une certaine haine et qu'on développe un sentiment donc, de vengeance, de jalousie et de vengeance à l'égard de son père. Donc on voit qu'on est dans un milieu extrêmement fermé, donc des gens proches de la famille Villemain et plus particulièrement de Jean-Marie, qui est au cœur de cette affaire. Par la puissance de sa perversion, il va réussir à contaminer le psychisme de tout le monde, comme si il était le maître de ce théâtre d'ombre sinistre. Notre fil directeur, quelque part, c'est la lettre anonyme. Nous avons, avec la lettre anonyme de revendication et les lettres précédentes, nous avons donc une écriture qui est caractéristique, qui est personnelle et qui est celle de la personne qui a enlevé Grégory et qui l'a très certainement assassiné derrière. Nous avons un élément majeur que nous voulons exploiter. L'autopsie et l'analyse de la lettre. Voilà les deux éléments sur lesquels les gendarmes, les experts, les techniciens vont se pencher. Sous la lumière crue de la salle d'autopsie, les deux médecins légistes se penchent sur le cadavre de la petite victime. Contrairement à ce qu'on a dit, c'est une autopsie complète qui est faite, hein. C'est-à-dire qu'on extrait ses poumons, ses viscères, il y a des analyses qui sont faites. Leurs conclusions n'apportent pas grand-chose. L'enfant serait mort par noyade et par inhibition en même temps, une espèce d'hydrocution quelque part. Arrêt du cœur au contact de l'eau. C'est là qu'on apprend que Grégory n'est pas mort noyé, ce qui constitue déjà une première énigme. Les médecins légistes décrivent le mécanisme de la mort, mais pas les circonstances de la mort.
Par exemple, il ne recherche pas s'il y a sur la peau de l'enfant des traces de piqûres. Les prises de sang sont faites, on découvre qu'il n'y a pas de substance que l'on recherche, il n'y a pas de drogue ou d'alcool dans son sang, a priori. Voilà ce qui peut être dit au moment de cette autopsie. Il ne recherche pas s'il a été victime d'un objet contondant. Pour moi, le corbeau est un criminel, purement et simplement, et doit être châtié comme tel. On confie la lettre à des experts et on va rechercher les empreintes, hélas, parce que ça va empêcher d'aller plus loin dans les investigations, à l'aide de la fameuse poudre magnétique noire. Les gendarmes ont fait ce qu'ils apprenaient, et ce qui est en pratique à l'époque dans toutes les brigades et les commissariats de France, c'est-à-dire qu'ils ont passé la lettre à la poudre magnétique noire pour savoir si les empreintes digitales pouvaient apparaître. Ce faisant, on a abîmé le support. Le massacre de la lettre de revendication du crime par de la poudre magnétique. Il faut savoir que l'analyse visant à la recherche des empreintes ne donnera aucun résultat. Et on continue à se demander, mais dans quel arbre criminel se niche le corbeau? Et on a beau regarder, on a beau chercher, on a beau se dévisager dans la population, les gendarmes ont beau se fatiguer les yeux à tenter de découvrir derrière un rictus, un sourire, une grimace, une hypocrisie, une vérité, les ailes du corbeau, ils ne les voient pas claquer au-dessus de la volante. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que les coups de téléphone et les lettres anonymes se concentrent non pas à l'éponge où habitent Jean-Marie et Christine Villemain, alors qu'ils sont directement cités par les actions du corbeau, mais tout cela a lieu à Aumonzé. Alors pourquoi? Eh bien c'est tout simple, c'est parce que le corbeau a toujours besoin de voir les effets de ses agissements. Donc très vite, quand on travaille avec des experts, ils nous donnent la confirmation que le corbeau est à Aumonzé. C'est une indication qui est essentielle pour remonter donc vers l'auteur des faits et savoir qui est ce corbeau. En revanche, on apprend des choses relativement intéressantes sur la lettre. D'abord, elle a été postée à l'éponge. Elle a été oblitérée à 17h15 précisément, et elle a été déposée entre 16h45 et 17h20. Et d'après la postière que l'on entend, plutôt vers 17h15, 17h20. Voilà, donc ça veut dire que cette lettre a été écrite au moment où l'enfant a été enlevé. On voit que la chronologie très claire qui apparaît, c'est que l'enfant est dehors, son ravisseur est là et l'enlève. Il écrit une lettre qu'il poste donc à la poste de l'éponge. Il se déplace à Docelles, où l'enfant est jeté à la rivière, et nous avons un coup de téléphone quelques minutes après qui revendique une deuxième fois le meurtre. Cette lettre a un intérêt qui est considérable, qui est même essentiel pour les enquêteurs, parce que nous avons la trace, nous avons une écriture. C'est une lettre manuscrite, avec une enveloppe, avec des timbres. Donc on a des éléments matériels essentiels pour mener des recherches en police technique et pour savoir qui est l'auteur de cette lettre, donc qui est le corbeau et qui est l'auteur de ce meurtre, de cet assassinat. La lettre est confiée à des experts graphologues. Les gendarmes, au mépris de toutes les règles, déjà, il y a une règle de procédure qui prévoit que c'est le juge d'instruction qui doit désigner les experts. En l'espèce, les gendarmes ont été déjà chercher le colonel Argout. Le colonel Argout, expert graphologue, fut un des piliers de l'OAS. Et très vite, quand la polémique va enfler, on va dire que le choix de ce personnage est forcément un choix militaire. Entre Képy, on se comprend, et en même temps un choix politique. Surtout lorsque va entrer dans l'affaire Maître Garot, qui est un représentant des thèses de l'extrême droite de l'époque. Ça crée un malaise parce que, encore une fois, l'affaire Villemain, qui n'avait absolument aucun lieu de devenir politique, eh bien, elle est devenue politique. Elle a été politisée par le fait même que cet homme-là a été connoté politiquement et que, s'agissant d'un avocat clairement situé à droite, Maître Garot, qui était un excellent avocat d'ailleurs, on n'a plus regardé sa défense des Villemain, qui était peut-être efficace, j'en sais rien, et on n'a regardé que ses opinions politiques pour l'abattre d'un côté ou le soutenir de l'autre. Il veut à tout prix
le rétablissement de la peine de mort, Garot, dont on disait qu'il portait bien son nom. Vous aviez une opinion en France qui était très favorable à la peine de mort et à la punition des coupables de meurtre d'enfants ou de vieillards.